Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui va vous présenter la seconde partie du cours, sur la théorie des actes de langage. L'auteur est Searle qui a repris et développé les travaux de son maître Austin, en présentant une théorie riche et originale, et qui a eu le mérite d'enrichir le champ de la pragmatique. La mort d'Austin l'a empêché de poursuivre ses travaux, et le développement de la théorie des actes de langage a été poursuivi par la suite, par ses disciples. Parmi les successeurs et disciples d'Austin, le philosophe américain John Searle est le plus important. Il reprend et développe la théorie d'Austin, en ne s'intéressant qu'aux actes illocutoires. À partir de là, il va développer une classification basée sur ce qu'il appelle la force illocutoire, en tenant compte d'un aspect important de tout acte de langage, l'intention. Qui est Searle ? John Searle est un philosophe américain, surtout connu pour ses travaux sur la philosophie du langage, en particulier la théorie des actes de langage, et la philosophie de l'esprit. Il est né le 31 juillet 1932 à Denver, Colorado, États-Unis. En 1942, la famille de Searle s'installe dans le Wisconsin. À 19 ans, Searle commence ses études à l'université du Wisconsin, puis il bénéficie d'une bourse pour étudier à l'université d'Oxford. Après avoir obtenu un doctorat en philosophie en 1959, il quitte Oxford pour rejoindre la faculté de philosophie de l'Université de Californie à Berkeley, où il fera une carrière brillante. Plus tard, il sera nommé professeur de philosophie Mills, et enfin professeur de philosophie Sluyser. À côté de ses travaux sur la philosophie du langage et la philosophie de l'esprit, Searle a également apporté d'importantes contributions à l'épistémologie, à l'ontologie, à la philosophie des institutions sociales et à l'étude de la raison pratique. Analyse de Searle. John Searle va approfondir l'analyse des actes de langage proposés par Austin, en proposant le raisonnement suivant. Si ce sont des actions, alors, on peut les analyser comme des actions d'une manière générale. Par exemple, une action suppose toujours une intention. Prenons l'exemple, Sarah ouvrit la porte. Ouvrir la porte suppose non seulement qu'un contact de la main entre Sarah et la porte, qui a pour effet l'ouverture de cette dernière, mais suppose également que Sarah a l'intention d'ouvrir cette porte. On peut évidemment envisager le cas où l'ouverture de la porte se fait sans intention particulière de Sarah, mais dans un tel cas, il faut le spécifier. Nous dirions alors, par exemple Sarah ouvrit la porte par mégarde, ou Sarah ouvrit la porte sans le faire exprès. En bref, le cas le plus répandu est celui où l'intention accompagne le geste. On peut appliquer la même analyse en ce qui concerne des actes de langage tels que promettre. Il n'est guère possible de promettre quelque chose sans le faire exprès. Autrement dit, l'intention existe toujours dans le cas de la promesse. Apport de Searle à l'analyse proposée par Austin. Searle va proposer une théorie des actes de langage dont l'objectif est en quelque sorte de combler les lacunes que son maître aurait laissées, à partir de deux éléments essentiels. 1. L'introduction du principe d'exprimabilité. Pour toute signification X, et pour tout locuteur L, chaque fois que L veut signifier X, alors il existe une expression E, telle que E soit l'expression exacte ou la formulation exacte de X. 2. La reconstruction de la taxonomie des valeurs illocutoires à partir de 4 critères de choix essentiels. A. Le but illocutoire. B. La direction d'ajustement. C. L'état psychologique. Et D. Le contenu propositionnel. Analyse de l'acte de promesse. Searle commence par étudier un cas particulier d'acte illocutoire, la promesse. Pour donner une analyse de l'acte illocutoire de la promesse, il cherche quelles conditions sont nécessaires et suffisantes, pour que l'acte de promesse soit accompli correctement, dans l'énonciation d'une proposition donnée. Il va répondre à cette question en énonçant ses conditions de réussite, sous forme d'un ensemble de propositions,
dont la présence implique que le locuteur a correctement effectué un acte de discours-promesse. Voici les grandes lignes du modèle théorique proposé par Searle. Soit les 4 phrases suivantes énoncées, dans des circonstances appropriées, par un locuteur, L, qui s'adresse à un auditeur, A. 1. Sarah travaille beaucoup, une assertion. 2. Travaille beaucoup, Sarah. Un ordre. 3. Sarah travaille-t-elle beaucoup? Une question. 4. Si seulement Sarah travaillait beaucoup. Un souhait. En énonçant. 1. Le locuteur fait un acte d'assertion. 2. Il donne un ordre. 3. Il pose une question. 4. Il exprime un souhait. Mais dans la réalisation de chacun de ces 4 actes différents, le locuteur accomplit certains actes communs aux 4 cas. L'objet de son discours est Sarah, et son prédicat est l'expression « travaille beaucoup ». Dans les 4 cas, la référence et la prédication surviennent, à titre de partie d'un acte de discours complet. Donc, dans l'énonciation de chacune de ces 4 phrases, le locuteur effectue au moins 3 espèces différentes d'actes. A. L'énonciation de mots, acte d'énonciation, ou acte locutoire. B. La référence et la prédication, acte propositionnel. C. L'illocution, acte illocutoire. Acte propositionnel et acte illocutoire. Aux 3 notions précédentes, Searle ajoute la notion austinienne d'acte perlocutoire, pour désigner les conséquences de l'acte d'illocution, conséquences sur l'auditeur comme, persuader, convaincre. Si 2 actes illocutoires contiennent la même référence et la même prédication, et que le sens de l'expression référentielle est la même, Searle dit que c'est la même proposition qui est énoncée. Donc, dans les exemples de 1 à 4, c'est la même proposition qui est exprimée. L'expression d'une proposition est un acte propositionnel et non pas un acte illocutoire. Structure sémantique de l'acte de langage promesse. Pour repérer la signification des énoncés ci-dessus de 1 à 4, l'auditeur fait appel à 2 marqueurs. Un marqueur propositionnel, qui représente la manière dont les mots sont syntaxiquement articulés dans la proposition, et un marqueur illocutoire, la partie de l'énoncé qui révèle la manière dont l'énoncé doit être interprété sur le plan illocutoire. Je promets, de. Exemple d'acte de langage promesse. Je promets de t'emmener au cinéma demain. Marqueur illocutoire, je promets, de. Marqueur propositionnel, t'emmener au cinéma demain. Formule logique des actes de langage. Les actes de langage revêtent ainsi la forme générale, grand F, petit p. Où la variable grand F prend ses valeurs parmi les procédés marqueurs de force illocutoire et petit p est une proposition. On pourrait par exemple avoir apostrophe petit p pour l'assertion, p, r, petit p pour la promesse, point d'exclamation, petit p pour la demande, point d'interrogation, petit p pour une question en est-ce que, etc. La définition de Searle de la force illocutoire est « La force illocutoire représente la capacité d'un énoncé à agir sur son environnement ». La force illocutoire vient s'ajouter au contenu propositionnel, c'est-à-dire à l'énoncé, pour constituer un acte de parole. Searle définit 4 critères, qui permettent d'évaluer la force illocutoire. 1. Le but illocutoire qui est la condition essentielle. 2. La direction d'ajustement des mots avec le monde, ou du monde avec les mots. Cette condition inclut également le statut des locuteurs. 3. L'état psychologique exprimé, qui est la condition de sincérité. 4. Et enfin le contenu propositionnel, comme nous le disions plus haut, qui permet la concrétisation de l'acte de parole.
Fonction des forces illocutoires. Il existe également des forces illocutoires primitives qui sont les assertifs, affirmés ou constatés. Les directifs, ordonnés ou conseillés. Les promissifs, promettre ou jurer. Les expressifs, féliciter ou remercier, et enfin les déclaratifs, décréter ou ouvrir une séance. Le langage possède des règles constitutives. Searle conçoit le langage comme une sorte de jeu, qui possède des règles constitutives, comme tous les jeux. Exemple le jeu de football, ou le jeu d'échecs, pour y jouer, il faut respecter les règles du jeu. Par opposition aux règles constitutives, il existe des règles régulatives, ces dernières ont pour fonction de régir une activité préexistante, logiquement indépendante de ces règles. Searle prend l'exemple du football. De tels jeux sont créés par les règles mêmes, qui les régissent. La règle selon laquelle seul le gardien de but peut toucher le ballon avec les mains est une règle constitutive du jeu de football. La règle selon laquelle les joueurs doivent porter des tenues avec des couleurs prédéfinies est une règle régulative du jeu de football. Ces règles doivent être connues du locuteur et de l'auditeur. La compréhension et la réussite d'un acte de langage n'est possible, selon Searle, que parce que les caractéristiques sémantiques et pragmatiques d'un acte de langage reposent sur ces règles constitutives conventionnelles. Parler et produire des actes de discours sont donc des activités assimilables à des jeux, dont les règles constitutives déterminent l'emploi de certaines expressions, afin d'accomplir certains actes. Considérons par exemple la promesse. Imaginons qu'un locuteur A déclare à un auditeur B, je te promets que, petit p. Alors en prononçant cette phrase grand P, A fait effectivement à B la promesse sincère, petit p, si, et seulement si, les conditions suivantes sont remplies. Conditions de réussite d'un acte de langage. 1. Les conditions normales, de départ et d'arrivée, sont remplies. Cela signifie que, au départ, les conditions sont remplies, pour que la parole soit prononcée de façon intelligible, et, à l'arrivée, que les conditions sont remplies pour une bonne compréhension. 2. A exprime que, petit p, en employant grand P. Autrement dit, on est bien certain que c'est bien la phrase grand P qui exprime la proposition petit p. Et pas le contexte général ou bien une autre phrase. 3. Dans l'expression de petit p, A prédique à propos de lui-même un acte futur C qui est la promesse de faire quelque chose, objet de la promesse, dans le futur. 4. B préférerait l'accomplissement de C, la promesse, par A, à son non-accomplissement, et A pense que c'est bien le cas. Voici les énonciations présentées par Searle pour l'accomplissement d'une promesse sincère. Soit un locuteur, L. énonçant une phrase, P. en présence d'un auditeur, A. En énonçant, P. L. promet sincèrement et correctement que, petit p, à A. Si, et seulement si, les conditions, de 1 à 9, sont réalisées. 1. Les conditions normales d'énonciation intelligible, output départ, et d'audition intelligente, input arrivée, sont remplies. 2. L. exprime la proposition, que petit p, dans l'énonciation de grand P. 3. En exprimant que petit p, L, prédique un acte futur C, à propos de L. 4. A préférerait l'accomplissement de C, par L, à son non-accomplissement, et elle pense que c'est le cas. 5. Il n'est évident, ni pour L, ni pour A, que L serait conduit de toute façon à effectuer C. 6. Elle a l'intention d'effectuer C. 7. L'intention de L est que l'énoncé de grand P le mette dans l'obligation d'effectuer C.
8. L. a l'intention de produire en A. la connaissance que l'énonciation de grand P place L. dans l'obligation d'effectuer C. 9. Les règles sémantiques de la langue employées par L et A sont telles que grand P n'est énoncé correctement et sincèrement que si les conditions de 1 à 8 se réalisent. Buts illocutoires. La classification de Searle des buts illocutoires est beaucoup plus générale que celle de son maître Austin. C'est une classification des types d'actes, fondée sur les 4 directions d'ajustement possibles entre les mots et les choses. Bien au contraire, selon Searle, il existe seulement 5 buts illocutoires. Assertif, engageant, directif, déclaratif ou expressif. Que les locuteurs peuvent avoir en exprimant un contenu propositionnel avec une force illocutoire. Chacun de ces buts correspond à une direction possible d'ajustement entre les mots et les choses. Direction d'ajustement. Les actes illocutoires assertifs, comme les assertions, les témoignages, ont la direction d'ajustement des mots vers les choses. Ils sont satisfaits quand leur contenu propositionnel correspond à un fait existant. Les actes engageants, promesses, serments et directifs, demandes, ordres, ont la direction d'ajustement des choses vers les mots. Ils sont satisfaits quand le monde est transformé par le locuteur, dans le cas engageant, et l'interlocuteur, dans le cas directif, pour qu'il en vienne à correspondre au contenu propositionnel. Les actes déclaratifs, nomination, bénédiction, condamnation, ont la double direction d'ajustement. Ils sont satisfaits quand le locuteur rend les choses telles qu'il les représente en vertu même de son énonciation. Enfin, les actes expressifs, excuses, remerciements, ont la direction vide d'ajustement. Leur seul but est d'exprimer une attitude du locuteur. Ils ne sont pas à proprement parler satisfaits ou insatisfaits, mais plutôt appropriés ou non. Les règles préliminaires portent sur des croyances d'arrière-plan. Le locuteur d'un ordre souhaite que l'acte qu'il ordonne d'accomplir le soit, et il n'est pas évident qu'il le serait sans cet ordre. En bref, le locuteur entend faire comprendre son intention d'accomplir un acte illocutoire en se fiant à diverses capacités de l'interlocuteur. La compétence linguistique et la connaissance de l'arrière-plan conversationnel rendent l'interlocuteur capable de comprendre l'acte illocutoire littéral et de reconnaître que certains faits ambiants, mutuellement connus ou assumés, l'empêchent, lui le locuteur, de parler alors littéralement. Sa capacité de raisonner lui permet en outre de conclure que vu l'arrière-plan, lui locuteur doit alors vouloir accomplir, à la place de l'acte littéral, tel autre acte illocutoire dont la nature, elle, est parfaitement compatible avec le respect des maximes dans le contexte de l'énonciation. Les actes de langage indirect. Dans les actes de langage, Searle montre que parfois, en disant quelque chose, le locuteur peut vouloir dire autre chose. Il distingue notamment 4 cas. 1. En disant « le locuteur veut dire exactement « c'est la communication littérale. 2. En disant « le locuteur veut dire « plus F, c'est la communication indirecte. 3. En disant le locuteur veut dire son contraire, c'est l'ironie. 5. En disant le locuteur veut dire F, c'est la métaphore et la litote, etc. Les 3 derniers cas forment ce que l'on appelle habituellement la communication non littérale. Searle montre que le traitement des actes de langage indirect nécessite 2 étapes. D'une part, d'établir à partir des critères contextuels que le locuteur avait effectivement l'intention de parler indirectement. D'autre part, reconnaître que l'énoncé est un acte indirect et de rechercher sa signification. Exemple, le locuteur entre dans la salle et dit « Il fait vraiment froid ici ». Interprétation possible. 1. Je ferme les fenêtres. 2. Je ne reste pas.
Aujourd'hui, Searle se trouve au centre de débats, en sciences humaines et cognitives, comme en philosophie, sur des sujets importants comme l'usage et la compréhension du langage, l'expression et la communication des pensées, la signification, la référence, la vérité, la satisfaction et le succès, les actes de discours, la nature de l'esprit et sa place dans le monde, la structure de la conscience et de l'intentionnalité, la perception, l'action, la rationalité, la réalité sociale et les institutions. Cette partie du cours est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo qui traitera de la théorie de l'énonciation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouveautés à venir. À bientôt.